Romero. Pour toute personne qui adore le cinéma d'horreur et qui s'intéresse un petit peu à son histoire, ce nom résonne comme la quintessence d'un style, à la fois horrifique et politique. Le créateur d'un genre qui a déterminé ses codes et qui lancera à lui seul l'imagerie définitive du mort-vivant. Pour certains, voire pour tout le monde, George A. Romero est le créateur des films de zombies, et c'est tout. Vous me direz, c'est déjà pas mal. Mais en enfermant ce réalisateur dans sa création la plus marquante, il est vrai, nous avons peut-être oublié ce qu'il était. Mais une chose est sûre, il y a eu un avant et un après George A. Romero, l'auteur libre des morts. George Andrew Romero est né le 4 février 1940 à New York dans le quartier du Bronx. Dès l'âge de 14 ans, il tourne ses premiers films et connaît des petits soucis avec la police à cause entre autres de la chute d'un mannequin en feu jeté d'une fenêtre. J'aime beaucoup. Par la suite, il suit des études à l'université de Pittsburgh. Cette ville sera très importante dans sa carrière. En 1961, il fonde avec des amis une société de production, The Latent Image. L'objectif est de réunir de l'argent, de l'expérience et du matériel afin de réaliser un long métrage. La recherche de financeurs n'aboutit pas, et George Romero et ses amis prennent le risque d'investir eux-mêmes dans l'entreprise. La bande fonde une société de production, Image 10, et apporte $600 chacun et un engagement de parrainage pour une autre personne pour qu'elle apporte la même somme. En d'autres termes, il s'agira d'un film en totale indépendance, et donc aucun gros ou petit studio derrière. Le projet peut être lancé, mais que faire? Un film d'auteur? Non. Car le public veut autre chose. Il veut frissonner. À cette époque, le cinéma était en concurrence directe avec la télévision, et le cinéma donc se devait de proposer ce que la télévision ne pouvait pas montrer. Du sang, de la violence et du sexe. Durant ces années, le cinéma d'horreur est en pleine révolution. Les productions de la Hammer, qui relancent les grandes figures du fantastique en couleur et avec du sang, Psychose d'Alfred Hitchcock que l'on ne présente plus, le cycle Edgar Allan Poe et Gothic de Roger Corman et la naissance du giallo avec Mario Bava entre autres. Mais le cinéma d'horreur se devait d'aller encore plus loin. Au même moment, George Romero écrit une nouvelle qui s'inspire du roman de Richard Matheson, Je suis une légende. Selon Romero, cette nouvelle met en scène, je cite, « une masse informe revenue d'entre les morts et poussée par un besoin irrépressible de se nourrir de la chair et du sang des vivants. » En 1964, sort la première adaptation au cinéma du roman, avec un excellent Vincent Price. Soit dit en passant, est la meilleure, du moins c'est celle qui a la meilleure fin, celle qui se rapproche plus du roman, où le titre prend tout son sens. Par manque de moyens, la représentation des vampires dans le film n'est pas impressionnante. Il n'y a pas de sang, pas de canine, et surtout les vampires se déplacent lentement, comme des masses informes revenues d'entre les morts. Est-ce que Je suis une légende version 1964, par son visuel, sa réalisation, qui par moments flirte le documentaire, sa représentation du mal, a influencé Romero pour son futur projet? Probablement. George Romero et sa bande décident donc de faire un film d'horreur, non pas par amour du genre, même si Romero n'est pas insensible, mais parce que tout simplement, cela peut rapporter de l'argent. Le scénario est de George Romero et de John Russo, l'un de ses collaborateurs. Le tournage commence, son budget, $114 000, et toute l'équipe se met d'accord. L'objectif, réaliser un grand film. Barbara Blair et son frère Johnny se rendent en Pennsylvanie pour venir se recueillir sur la tombe de leur père. Ce rite annuel irrite Johnny, qui cherche à effrayer Barbara, en lui affirmant que les morts vont venir la chercher. Ils peuvent venir te chercher, Barbara.
Je t'en prie. Tu es idiot. Ils vont venir te chercher, Barbara. Oh, je t'en prie, tu es aussi idiot qu'un gamin. C'est pour toi qu'ils viennent. Regarde, en voilà un qui vient vers nous. Je n'en dirai pas plus, car je pense que vous connaissez ce film. Si ce n'est pas le cas, honte à vous, pas d'excuses. Voici non pas la quintessence des films de morts-vivants, car il viendra un peu plus tard, mais le moule, la base de construction. Tourné à Pittsburgh, George Romero propose un film qui encore aujourd'hui est terrifiant. Grâce à son ambiance étrange et glauque, son noir et blanc qui n'est pas une vision artistique mais bien entendu une question de budget, sa réalisation qui flirte le documentaire, la petite fille, ses thématiques, la petite fille, les relations entre les personnages et la petite fille. Mais surtout, un sous-texte politique fort. En pleine ségrégation raciale, le personnage principal est incarné par Dwayne Jones, un acteur afro-américain, ce qui était rare dans les années 60. Dans le film, c'est lui qui prend le contrôle de la situation, même si ses décisions sont parfois catastrophiques. Le film montre parfaitement les problèmes sociaux de l'époque et surtout montre l'incapacité d'un groupe d'êtres humains de s'entendre, et la fin du film enfonce le clou, car il est le miroir d'une situation de l'époque, voire même encore aujourd'hui, malheureusement. Pourtant, George A. Romero a toujours affirmé qu'il n'a pas choisi Dwayne Jones parce qu'il était noir, mais tout simplement parce qu'il était un très bon comédien. C'était eux qui l'attaquaient. Voyez, vous n'êtes pas monté les dés. On savait pas quoi faire et tout le refus, on pensait qu'il démolissait la baraque, alors on a préféré attendre pour être certain. Attendez une minute. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'entendiez pas en bas. Et vous êtes en train de dire que vous aviez l'impression qu'on démolissait la baraque. Soyez clair, qu'est-ce que vous entendiez exactement? Les effets spéciaux et les maquillages sont simples, en vue du budget, mais plus qu'efficaces car le noir et blanc accentue le côté terrifiant des morts-vivants. Pendant la production, Romero souhaitait qu'un natif de Pittsburgh, passionné de magie, d'illusions, ayant étudié l'art du maquillage, s'occupe de cela. Mais malheureusement, il est enrôlé dans la guerre du Vietnam en tant que photographe de guerre. Il s'agit de Tom Savini. Tom Savini fait partie des plus grands maquilleurs et auteurs d'effets spéciaux de l'histoire du cinéma, au même titre que Rick Baker ou encore Rob Bottin. Son expérience durant la guerre du Vietnam va considérablement influencer son travail, en essayant de se rapprocher de la réalité et surtout de ce qu'il a vu durant la guerre. Sa carrière de maquilleur commence après le Vietnam, en 1974 pour l'excellent Le Mort-Vivant de Bob Clark, qui raconte justement le retour d'un soldat du Vietnam. Et enchaîne Vendredi 13 en 1980. Il s'occupe à la fois du maquillage et des effets spéciaux du 4e volet de cette saga, Vendredi 13, le chapitre final, sorti en 1984. Il s'occupe du maquillage du dérangeant et excellent Maniac de 1980, de Rosemary's Killer en 1981, Carnage la même année ou encore Massacre à la tronçonneuse 2 en 1986, où il s'occupe également des effets spéciaux. Il aura une petite carrière d'acteur, surtout pour Romero et pour Robert Rodriguez. Il apparaît dans le rôle de Sex Machine dans Une nuit en enfer, sorti en 1996, Wishmaster en 1997, Planète Terreur en 2007, ou encore dans Django Unchained de Quentin Tarantino en 2012. Tom Savini a également créé des masques non pas pour le cinéma, mais pour le catch. Le masque de The Fiend, incarné par Bray Wyatt, catcheur à la WWE, c'est lui. Monsieur Savini est également cascadeur et réalisateur, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Pour le moment, nous sommes en 1968. Ce film donne le ton, et marque au fer rouge le cinéma d'horreur et plus généralement le cinéma. Même encore aujourd'hui, son influence est toujours présente. Par sa construction scénaristique, qui amène à un huis clos, énormément de films reprendront ce schéma de survie, que ce soit avec des zombies ou des infectés, et même dans un western urbain, à l'image de l'excellent film Assaut réalisé par John Carpenter en 1976, qui peut être considéré comme le miroir évolutif du film de George Romero, avec un personnage afro-américain, mais qui cette fois-ci représente la loi et est respecté, une attaque dans un lieu précis, un commissariat, un groupe de personnes qui cette fois-ci s'entendent un peu mieux, qui doivent survivre à une attaque extérieure, mais il ne s'agit pas de morts vivants, mais d'un gang, que John Carpenter montre comme des ombres, comme des êtres informes. La Nuit des Morts Vivants fait partie des films indépendants les plus rentables de l'histoire, mais George A. Romero et son équipe profitent très peu des revenus engendrés. La raison ? Un problème de copyright. Le titre du film était à l'origine La Nuit des Mangeurs de chair. Le titre fut changé par celui que nous connaissons par le distributeur The Walter Reed Organization, en oubliant d'insérer la mention du copyright présente dans l'ancien titre. Par conséquent, La Nuit des Morts Vivants fait partie du domaine public aux États-Unis, à l'image d'un autre film, Je suis une légende, de 1964. Après ce coup de maître, George Romero aurait très bien pu en profiter et avoir des propositions de grands studios. Contre toute attente, il choisira de garder son indépendance. Tout le monde attend une suite de La Nuit des Morts Vivants, mais Romero et son équipe décident de surprendre et proposent un film totalement différent. Means anything? Well, of course. Who do you think made it? A genius or a student.
Doesn't look much different up close, though, than it does far back. You think it's essentially purposeless? Well, no, because you got something happening. Anything that has something has a purpose to it. I think that they're trying to make fun of us. Que l'on peut traduire par « il y a toujours de la vanille ». Ce projet est né grâce à un court-métrage, ou plutôt une bande démo, afin de mettre en valeur et de vendre le comédien Ray Lane. Produit par l'Attente Images et intitulé At Play with the Angels, ce projet n'aura pas l'effet attendu. Mais l'idée d'en faire un long métrage avec une réelle intrigue émerge. Romero et pratiquement toute l'équipe de La Nuit des Morts Vivants partent dans cette aventure. I'm sorry. You all right? Chris, las de sa vie de bohème, retourne dans sa ville natale à Pittsburgh où vit son père. Il y rencontre une jeune femme, Lynn. Deuxième film de Romero et un virage à 180 degrés. Pas d'horreur, mais une comédie romantique dramatique avec un côté nouvelle vague. No, Terry would never do anything like that. Sans le côté chiant. Une histoire d'amour avec un homme paumé qui ne sait pas ce qu'il veut réellement et une femme qui remet en question ce qu'elle fait, mais en même temps est plus forte que lui. Romero garde par moments le style documentaire et trouve une solution afin de combler le vide du scénario. Une sorte d'interview face caméra du personnage principal qui ne raconte pas ce que nous voyons, mais nous parle franchement de ce qu'il a ressenti de cette histoire d'amour. Romero se permet même en plein milieu du film de changer de point de vue et se concentrer sur le personnage de Lynn, qui n'est pas là pour être que la femme amoureuse, elle est plus que ça. Contrairement à son premier film, le tournage de There's Always Vanilla fut un calvaire. Un scénariste qui jette l'éponge, les producteurs ne sachant pas où aller, Romero non plus, des grosses difficultés d'organisation, un manque d'identité au film, et surtout des tensions au sein même de l'équipe de l'Attente Images, ce qui causera des fins d'amitié, et surtout la fin de carrière de l'actrice principale, Judith Ridley, qui aura fait que deux films, La Nuit des Morts Vivants et celui-là. I'm afraid of you, Michael. Please let me go. You just can't pick a girl up off the street and tell her her father's a bag of hot air and that she has a fat ass. I want an apology. Mais George Romero a réussi à sauver les meubles et propose une captation d'une époque, les années 69-70, et montre l'évolution des mœurs, la recherche de l'épanouissement personnel, une petite pique bien sentie sur le milieu de la publicité. Il réussit également par le biais du montage, qu'il réalise également, à montrer comment une relation se crée, rapidement, dans l'instant. Et une séquence marque plus que les autres, car elle est totalement différente du reste. Elle est à la fois glauque, sordide et inconfortable. La performance de Ray Lane est plus que convaincante, et Judith Ridley n'aurait pas dû arrêter sa carrière. Le tournage a commencé en 1969 et le film sera terminé en 1971. Est-ce que le film est sorti trop tard? Possible, car il fut un échec et changera même de titre et deviendra The Affair, avec une nouvelle affiche sans les comédiens. Mais les ennuis ne sont pas terminés. Joan Mitchell est une femme au foyer de banlieue comme tant d'autres. Si ce n'est que par fascination, elle va se laisser tenter par la sorcellerie. Emprisonnement, envie, pulsion et émancipation. Romero aborde la condition de la femme et surtout lance des pics sur les conditions de la femme au foyer et l'emprise des hommes, que ce soit moralement et sexuellement. Rien que la première séquence nous fait comprendre ça. De plus, Romero brûle les pistes. Est-ce que Joan Mitchell est une sorcière ou en devenir, ou est-ce qu'elle s'accroche à cette idée car sa vie, son existence est tellement plate qu'elle trouve un refuge, un échappatoire. Le film joue par moments entre rêve et réalité, et un rêve récurrent, avec bien entendu un sous-texte derrière, enfonce le clou, car on le comprend quand il devient réel. La production du film fut encore une fois compliquée. L'investisseur principal de l'Attente Images auprès des banques fait faillite. Le budget du film dégringole de 250 000 à 100 000 $. Et c'est George Romero qui a dû s'endetter afin de pouvoir finir le film. Il mettra 5 ans à rembourser ses créanciers. Le titre original du film était le plus parlant, Jack's Wife. Le premier montage durait 4 heures, Romero le réduit à 2h30, mais le distributeur du film aux États-Unis, un certain Jack H. Harris, fait des coupes encore, car il juge que certaines séquences ne sont pas commerciales. Salaud!
La première version de Season of the Witch, donc celle de Romero, est perdue. Pendant de longues années, Jorge Romero estimait que ce film était, je cite, un morceau de merde, regrettant sa distribution, plus particulièrement l'actrice principale, Jan White, une mannequin. Il est vrai que son jeu peut paraître très froid, mais fonctionne surtout dans sa deuxième partie. Par la suite, Romero sera beaucoup moins dur avec son œuvre, mais il avait une idée en tête. Réaliser un remake. Mais aucun producteur ne s'intéresse au projet. Malgré un manque de budget, Season of the Witch reste un film passionnant pour sa thématique principale et par moments, il réussit ses effets, surtout les séquences de rêve. Un film qu'il faut redécouvrir et qui reste encore très pertinent. Tout comme Where's the Rose Vanilla, ce film fut un échec et certaines personnes commençaient à dire que Jorge Romero et La Nuit des Morts Vivants étaient un accident, un coup de chance. Romero devait se relever. Certains collaborateurs espéraient qu'il lance la suite de La Nuit des Morts Vivants, mais le réalisateur décide de faire une relecture. Un produit chimique nommé Trixie est déversé accidentellement dans une rivière après le crash de l'avion militaire qui le transportait. Une ville alimentée en eau par cette rivière, du nom de Evans City, va voir ses habitants sombrer dans la démence et tuer famille et amis. L'armée intervient alors et met le village en quarantaine. Une pandémie, les autorités qui ont du mal à convaincre le président de la situation qui est grave, ça vous rappelle quelque chose ? Avec un budget de 275 000 $ et toujours en indépendance, Romero propose un film qui fait froid dans le dos, bien plus que La Nuit des Morts Vivants, pour deux raisons. La première est justement ce que nous vivons actuellement, à coups de pandémie, de virus, de confinement, de couvre-feu, des décisions approximatives et contradictoires, et le film par certains aspects fait un écho à tout cela, voire même nous le montre. La seconde est simple, le recul. Car la menace reste encore humaine, même derrière la folie. The Crazies reste même encore aujourd'hui un film coup de poing, qui dérange par moments, surtout une séquence qui reste malsaine, car une question se pose. Est-ce la folie ou pas ? Il s'agit d'un film nerveux et stressant. Est-ce que le tournage s'est bien passé ? Avec l'équipe, oui. Par contre, avec les habitants de Evans City, c'est autre chose. Une scène assez complexe, sans spoiler, a posé problème aux habitants et ont décidé de bloquer le tournage pendant une semaine. Joie. Ensuite, un journal local avait écrit un article qui disait, je cite, « Une société de production cinéma tourne un film porno dans le dos des habitants. » Pourquoi cet article ? Lors d'une séquence, le colonel Peckham, interprété par Lloyd Hollar, change de combinaison et donc se retrouve nu. Certains citoyens de la ville n'ont pas apprécié, je cite encore, de voir un nègre nu. Ambiance. En 2010, The Crazies revient au cinéma grâce à son remake qui n'apporte pas grand-chose et n'est pas mémorable. L'esprit de l'original est là, mais transformer les malades presque en infectés, ça rajoute le recul que l'original n'a pas, et qui le rend plus effrayant. Hello. What's your name? My name is Kathy. Well, that could have hurt you, isn't it? Hey, man, that's 6 weeks out. Do you want to play? Well, stay away, you guys. Said I could come out and play for a long time. Come on, hey, we're going to have to shoot her. I saw. Stay away, Bert, man. Stay away. She's going insane anyway, man. Shoot her. My father doesn't. All right, everybody Oh. Ce film n'a pas eu le succès attendu, mais l'ombre de La Nuit des Morts Vivants est toujours là. Il continue de laisser son empreinte. En 1973, Romero s'associe avec le producteur Richard Rubinstein et fonde Laurel Productions. Romero produit une série de documentaires intitulée The Winners, dédiée aux sportifs célèbres pour la télévision. Mais en 1977, il revient au cinéma et décide de reprendre l'une des idées de Season of the Witch, l'ambiguïté de la réalité et surtout, il collabore pour la première fois avec Tom Savini. Martin est un jeune homme de 17 ans et obsédé par le sang. Il viole et tue des femmes et des hommes dont il boit le sang en leur entaillant les membres avec un rasoir. Son oncle Cuba, qui l'héberge, est persuadé qu'il est un vampire, descendant de Nosferatu.
Après le film de mort-vivant, le film de sorcière, Romero s'attaque au mythe du vampire. Martin est un être fragile dans un monde qu'il ne comprend pas, que l'on suit et que la réalisation ne lâche pas. Le film montre avant tout la fascination et la pression religieuse, mais également les pulsions et les désirs sexuels. Il s'agit d'un film mélancolique, triste, inconfortable par moments, car les séquences de meurtre sont longues. Il y a la traque, l'action qui parfois ne se passe pas comme prévu, Who are you? Oh my God. et le après. De plus, Romero réutilise l'aspect documentaire, ce qui accentue ce côté inconfortable. Les effets spéciaux de Tom Savini, qui joue dans le film d'ailleurs, sont gore mais pas trop, car le but de Romero est d'être dans la tête de Martin. Est-ce que Martin est réellement un vampire, non pas le mythe avec ses codes religieux, mais un être ayant véritablement besoin de boire du sang? Un psychopathe? Ou est-ce qu'il imagine tout cela dans sa vie? Car son existence est plate, encore une fois. Romero brûle les pistes et nous fait poser cette question. Qui est réellement Martin? Romero s'amuse également à faire des clins d'œil au mythe du vampire au cinéma, avec des séquences en noir et blanc et un soupçon de gothisme, ce qui fait penser au Dracula de l'Universal. D'ailleurs, Romero joue dans le film, en incarnant un prêtre plutôt décontracté et bon vivant. Le réalisateur montre un Pittsburgh parfois crasseux, et montre surtout les bas-fonds d'une ville à la fois mélancolique, glaciale, sombre, triste, à l'image de Martin. Martin est un film marquant, qui est une relecture réaliste d'un mythe que nous connaissons tous, et qui a été adapté énormément de fois au cinéma. Mais Romero propose une nouvelle vision dramatique, et la prestation du comédien John Amplas est extraordinaire. Il est Martin. George R. Romero dira plus tard qu'il fait partie de ces films dont il est le plus fier. Il a bien raison. Après Martin, George Romero décide enfin de donner une suite à son premier film. L'idée lui est venue durant le tournage de Season of the Witch. Il décide de reprendre la même équipe que Martin, toujours avec Laurel Productions. Mais un producteur particulier va donner un coup de pouce, un certain Dario Argento, réalisateur entre autres de Profondo Rosso et Suspiria. Son budget, 1,5 million de $. Au maquillage et aux effets spéciaux, Tom Savini. 10 ans plus tard, les morts sont de retour. Le monde est bouleversé par la prolifération des morts-vivants que rien ne semble pouvoir endiguer. Alors que le chaos règne partout, un groupe de 4 personnes se réfugie dans un centre commercial qu'ils barricadent afin de se protéger des zombies et bénéficier des ressources du centre. Deuxième film sur les morts-vivants, deuxième claque. Romero signe là la quintessence. C'est gore et le travail de Tom Savini qui joue un rôle de bikers iconique et charismatique est impressionnant. C'est violent et par moments terrifiant. Mais ce n'est pas les zombies qui procurent cette terreur, mais bien les vivants, à l'image de la première séquence durant une émission de télé. Les vivants sont violents entre eux, ils ne s'écoutent pas ou plus, ils sont tendus et en panique tout le temps. Je crois qu'il avait raison, on est foutu. Ce n'est pas à cause des zombies, mais à cause de notre lâcheté. Oh, dommage. Aujourd'hui, les seuls moyens de nous défendre. On est sûr alors que le mort a bien été exterminé. On fout, à l'image de la séquence très violente de l'attaque des forces spéciales dans l'immeuble. En d'autres termes, humainement parlant, ils sont déjà morts. George Romero lance l'ultime pic politique. Le petit groupe de survivants se réfugie dans un centre commercial. Est-ce que le groupe s'entend pour autant? Pas tout à fait. Tout au long de l'œuvre, nous avons l'impression qu'ils font semblant d'être encore des êtres humains. Ils font semblant de revivre une vie passée à acheter, à consommer, comme les morts-vivants qui errent dans le centre commercial par réflexe. C'est la société de consommation qui en prend plein la gueule. Mais pas que. Les armes à feu ont une place plus qu'importante dans le film. Outil de survie, outil de meurtre, mais également un outil facilement trouvable, y compris dans un centre commercial où il est vendu comme une baguette de pain.
La connerie humaine à l'image de ce groupe qui dézingue des zombies avec le sourire aux lèvres, comme s'ils étaient à la chasse. George Romero signe un film à la fois terrifiant par certains aspects, jouissif, gore, mais surtout intelligent dans son propos en n'oubliant pas ses personnages, à l'image du seul personnage féminin du film qui doit à la fois survivre, mais à la fois s'imposer dans un groupe d'hommes. L'un des meilleurs personnages du film, soit dit en passant. Et par-dessus tout, ne pas être un fardeau. Je tiens à être tenu au courant de tout et donner mon avis sur vos projets, tout comme les autres. Nous sommes 4 ici. Ouais, elle n'a pas tort. Alors maintenant, que faisons-nous? On va tâcher de sortir, mais vous ne nous accompagnerez pas. Tant que vous ne saurez pas utiliser correctement une arme, apprenez d'abord à tirer. C'est notre seule chance de survie. Autre chose encore. Cela va peut-être vous étonner, mais je veux apprendre à piloter cet hélicoptère. S'il t'arrivait un pépin, il faudrait quand même pouvoir s'envoler d'ici. Elle a encore raison. Dawn of the Dead, ou Zombie, est un film, tout comme La Nuit des Morts Vivants, important pour son propos, son sous-texte et sa représentation des morts vivants au cinéma. Il existe 4 versions du film. La première, qui a été dévoilée lors de projections test d'une durée de 139 minutes, montée par Romero, et qui pourrait être considérée comme la Director's Cut. Le montage américain, monté par Romero également, d'une durée de 126 minutes, ayant pour titre Dawn of the Dead, que le réalisateur considère comme la version définitive. La version européenne, montée par Dario Argento, ayant pour titre Zombie, d'une durée de 117 minutes, la plus connue, qui laisse une plus grande place à la musique composée par le groupe Goblin, et qui est également la plus violente. Et enfin la version allemande, que l'on peut considérer comme la Extended Cut, d'une durée de 156 minutes. Laquelle est la meilleure? À vous de choisir. Moi ça dépend du jour. En ce moment c'est le montage européen. Goblin oblige. Le film eut un énorme succès et a engendré des fausses suites, et dès l'année 1979. Mais les producteurs se sont crus très malins en enlevant la lettre E du mot zombie, afin de surfer sur le succès, mais pas trop. Comme le très bon Zombie 2, ou plutôt l'enfer des zombies réalisé par Lucio Fulci, le nanardesque Zombie 3, en partie réalisé par Fulci, est sorti en 1988. En 2004 sort le remake de Dawn of the Dead, aka Zombie, intitulé L'Armée des Morts, réalisé par Zack Snyder, qui reprend l'idée de base et surtout son lieu principal, mais pas la même histoire. Certains acteurs principaux du film original, dont Tom Savini, apparaissent dans le film, dans des rôles totalement différents. Zack Snyder signe non pas un remake inutile surfant sur la nostalgie, mais une relecture intéressante. Bon, les zombies sont plus que rapides et ressemblent plus à des infectés, mais il s'agit tout de même d'un bon film, plus qu'efficace, gore et par moments terrifiant. Après le succès fracassant de Dawn of the Dead, George Romero est pressenti pour réaliser Les Vampires de Salem d'après le roman d'un certain Stephen King. Les deux hommes sympathisent et une forte amitié se crée. Mais Romero quitte le projet quand Les Vampires de Salem passent du film à mini-série. Dommage.